Monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste, monsieur le député, Julien Audoul, j'excuse la sénatrice Dominique Vérien, qui est soit en retard, soit n'a pas pu venir. Elle avait annoncé sa venue. Elle n'est pas là. J'excuse aussi monsieur le préfet avec les situations d'aujourd'hui des manifestations empêchées. Monsieur le vice-président du conseil régional, cher Nicolas, merci infiniment de votre présence. Monsieur le président du conseil départemental, pour la dernière cérémonie des vœux. Merci, cher Patrick. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, présidents d'intercommunalité, mesdames et messieurs les maires et conseillers communautaires du Grand Sénonais, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, représentants des forces de sécurité publique, mesdames et messieurs les représentants des forces économiques, sociales et associatives, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis, merci de votre présence nombreuse ce soir. C'est un réel plaisir pour moi de vous voir réunis ce soir, nombreux, dans cette belle salle gastro-moitrier de Malais-le-Grand, pour ce rendez-vous solennel des vœux de l'agglomération du Grand Sénonais. Je profite de l'occasion pour saluer et remercier chaleureusement Séverine Mainvis, maire de Malais-le-Grand, et toute son équipe municipale de nous accueillir ce soir gracieusement ici pour ses vœux, avec une saveur particulière puisque cette dernière n'a pas eu lieu depuis janvier 2020 et se déroulant pour la première fois à l'extérieur de la ville-centre. Merci donc à Madame le maire, chère Séverine, pour ton accueil et ta gentillesse. Vous le savez, la cérémonie des vœux a cet avantage de pouvoir, le temps d'un moment, voler à la course effrénée du temps, se retrouver autour de ce qui nous rassemble, notre territoire. Mais vous me permettrez avant cela d'évoquer un événement qui, au-delà du fait que je suis aujourd'hui à me tenir devant vous, aura marqué un tournant dans notre vie locale. Je veux bien entendu parler de la disparition brutale de Marie-Louise Faure, maire de Sens, présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais, ancien député, chevalier de la Légion d'honneur et chevalier des arts et des lettres. Beaucoup de choses ont été dites depuis son départ tragique. Les éloges et souvenirs ont jalonné nos pensées depuis ce jour de septembre 2022, où les Sénonaises et les Sénonais se sont réveillés sonnés, stupéfaits face à cette nouvelle. Sens, le Sénonais, Lyon et tous ceux qui, par affection ou amitié, avaient un œil rivé sur la cité de Brennus, ont découvert que celle que nous pensions invincible pouvait malheureusement partir sans dire mot, dans une discrétion qui ne lui ressemblait pourtant pas. Mais pourtant, en ce samedi matin de septembre, Lyon avait perdu celle qui aura marqué durant des décennies de son empreinte, de sa vitalité et de ses combats la destinée du nord de Lyon, et en particulier de l'agglomération sénonaise. Je ne reviendrai pas sur son parcours politique, tout a été dit, ou presque, par quiconque a pu la côtoyer durant ses plus de 40 ans d'engagement public. Je souhaite ce soir saluer la femme qu'elle était, l'amie, celle qui m'aura accordé sa confiance, et chacun sait ce que ça voulait dire. Celle avec qui j'ai appris à travailler pour l'agglomération du Grand Sénonais. Donc ce soir, à cette tribune, vous me permettrez d'avoir une pensée singulière et affectueuse pour Marie-Louise Faure. Je tiens aussi à saluer ici Dominique, que je remercie très sincèrement de sa présence, son mari bien sûr, ses enfants, ses petits-enfants et l'ensemble de la famille de Marie-Louise qui, dans leur quotidien, auront appris à composer avec sa passion dévorante pour la chose publique. Et jusqu'au dernier adieu, auront dû partager leur peine avec la population de Sens et du Sénonais. Pour le Grand Sénonais, notre responsabilité, ma responsabilité est bien entendu de porter l'héritage laissé par Marie-Louise. Un héritage fondé sur la détermination des élus à défendre le rayonnement et la place de notre intercommunalité dans la dynamique de Lyon, de la région Bourgogne-Franche-Comté, tout en sachant capitaliser sur la proximité que nous avons avec, bien entendu, la région parisienne. Un héritage fondé sur une vision claire, rigoureuse et ambitieuse des politiques publiques menées. Un héritage aussi fondé sur le respect et la place singulière de chaque commune dans la vie de notre intercommunalité. Oui, l'agglomération repose bien évidemment sur sa locomotive, Sens, mais cela ne saurait s'entendre sans la vitalité, la place et l'importance des 26 autres communes qui façonnent le Grand Sénonais et qui offrent ainsi à notre intercommunalité sa richesse, celle d'être un territoire à la fois urbain et rural. Et je suis d'autant plus légitime à l'évoquer puisque le 19 octobre dernier, les élus du Grand Sénonais ont eu l'audace, je laisse à chacun l'interprétation qu'il souhaite en donner, d'élire un maire rural à la tête de la seconde agglomération de Lyon. Et si on en croit les chiffres de l'INSEE, pourrait bien devenir la première sur la place du podium.
Aujourd'hui, cette confiance et cette responsabilité m'obligent. Mais je sais pouvoir compter sur l'ensemble de mes collègues, vice-présidents, maires, conseillers communautaires, pour poursuivre le travail engagé et embrasser avec détermination et exigence les défis qui s'offrent à nous. Cette élection aura aussi permis de se rappeler une réalité, que notre agglomération doit savoir parler tant aux territoires urbains que ruraux, que l'un ne va pas sans l'autre. C'est aussi cela le message envoyé par les maires et élus du Grand Sénonais. Et c'est à cette condition que pourra demeurer l'esprit communautaire et l'esprit d'intégration ou d'appartenance à une même communauté, à un même destin commun pour notre territoire et pour nos administrés. Et c'est justement fort de cette vision que je souhaite inscrire ma présidence dans la continuité de celle de Marie-Louise Faure. Une présidence qui saura tant parler à Sens, mais aussi à Paron, Saint-Clément, Villeneuve-sur-Yonne, qu'à Passy, Malais-le-Petit, Rousson, Villers-Louis. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas citer les 27 communes, vous l'avez bien compris. Qui saura défendre avec ardeur tant les intérêts des villes que ceux des villages du Grand Sénonais. Je tenais ici à le dire devant cette assemblée, et ceux qui me connaissent le savent, je préfère la force du collectif à l'aventure individuelle. Et ceux qui pratiquent le cyclisme le savent également. Pour gagner et conserver le maillot jaune, rien ne sert de vouloir tenir l'échappée sur tous les kilomètres et sur toutes les étapes, mais de savoir s'appuyer sur son équipe et le peloton. Bien sûr, métaphore utile, à un an des Jeux Olympiques 2024 à Paris et qui rayonneront bien évidemment sur notre territoire. Cet état d'esprit, je sais en parler, je sais le pratiquer, que ce soit en ma qualité de maire et président d'agglomération qu'en tant que chef d'entreprise. Quiconque à la tête d'une entreprise ou d'une collectivité sait que rien de grand ne peut se faire sans entraîner ou fédérer son équipe derrière soi. Que rien ne peut véritablement perdurer si le chemin que l'on propose de suivre n'est pas pleinement connu. Qu'importent les obstacles tant que l'objectif est clairement fixé et partagé. Au contraire, les obstacles peuvent être de formidables occasions de se dépasser, d'oser et de rêver. C'est cela l'esprit d'entreprise, la force du collectif que je compte mettre à profit dans la conduite des politiques de l'agglomération. Non, pas pour aujourd'hui, pas pour 1 an ou 3 ans, non, mais bien pour les prochaines décennies. Pour ma part, j'entends dresser et proposer à l'ensemble des acteurs du territoire, élus, forces du monde économique, partenaires institutionnels et associatifs, une feuille de route tournée autour de 3 grands défis. Le défi de la transition, le défi de la coopération et le défi de l'attraction. Le défi de la transition tout d'abord, ou devrais-je plutôt dire les défis des transitions, et en premier lieu desquels celui de la transition écologique et énergétique. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Souvenons-nous de cette formule du président Chirac en 2002, où, prenant la parole à l'occasion du sommet de la Terre à Johannesburg, celui-ci dénonçait les ravages d'un système détruisant peu à peu l'ensemble des ressources nécessaires à la condition humaine et pointait l'insuffisance des pouvoirs mondiaux, d'une part sur la prise de conscience d'un modèle destructeur pour l'avenir du monde, et d'autre part sur la réflexion à un nouvel ordre mondial, tourné vers la quête à des pratiques, des productions, des consommations plus respectueuses de notre environnement et de notre écosystème. Tel était le message du discours sur le sort de la Terre de Jacques Chirac. Je rappelle que c'était en 2002. Depuis, les COP sur le climat se sont succédés. Les rapports du GIEC se sont empilés. Al Gore et Yann Arthus-Bertrand ont laissé place à Greta Thunberg et à la jeunesse pro-climat. Mais loin de la prise de conscience écologique, il aura fallu attendre 3 crises majeures pour que le monde puisse se saisir de la question de la transition écologique, cruciale pour l'avenir du monde, la crise pandémique de Covid-19, la crise environnementale et la crise énergétique. En effet, la pandémie mondiale de Covid, sans revenir sur le volet purement sanitaire, aura été l'élément déclencheur d'une réalité, la fragilité de notre souveraineté et de notre liberté. Du jour au lendemain, nous avons tous dû composer avec une existence mise sous cloche. Confinement, attestation, télétravail. Ces mots ont, en l'espace de quelques semaines, façonné notre manière de vivre, de travailler et de consommer. Les entreprises et administrations ont découvert, avec le confinement et le télétravail, une nouvelle manière d'organiser leur entreprise, de repenser leur modèle RH et de rationaliser parfois leurs dépenses structurelles. Nous devons tous et nous pouvons tous nous adapter. À l'inverse, bon nombre de salariés ont trouvé dans le télétravail une organisation peut-être plus propice à l'articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, à envisager un nouveau cadre de vie, peut-être plus serein, plus ressourçant, à l'instar de ceux choisissant de quitter les grands centres urbains pour embrasser une vie
nouvelles au sein de villes moyennes ou dans des territoires plus ruraux. Le pic des ventes immobilières enregistré en 2021 et 2022 dans l'Yonne témoigne que cet effet post-Covid, ou plutôt post-confinement. En parallèle, la crise sanitaire aura également eu pour effet d'accélérer les transformations nécessaires à notre siècle. Je veux bien entendu parler de la couverture numérique du territoire. La qualité de l'offre d'accès à Internet est devenue pour beaucoup, particuliers comme professionnels, le facteur déterminant dans la décision de s'installer dans les territoires. Nouvelles pratiques d'entreprise, nouveaux modes de communication, de consommation aussi, avec le e-commerce, ou encore dans la pratique des loisirs, la couverture Internet est aujourd'hui indispensable. Le développement et l'accélération de la couverture fibre du territoire via le dispositif Yonne numérique conduit par le département et soutenu par l'agglomération, la région et l'Europe doit être salué et une vigilance accrue doit être opérée pour que la commercialisation des lignes soit opérationnelle à court terme sur l'ensemble de nos territoires. Donc oui, merci au département de l'Yonne d'avoir accéléré cette mise en place. De plus, cette accélération du tout numérique depuis plusieurs années doit également être l'opportunité d'aller de l'avant, en osant, en innovant, en rêvant à faire de notre territoire, le Grand Sénonais, un territoire intelligent sur le plan numérique, qui saura embrasser le sujet de l'open data, de la modernisation de son administration, et qui n'aura pas peur de parler de smart city ou parking connecté, et encore d'autres usages qui restent à inventer. Enfin, la crise sanitaire aura également permis de remettre le commerce de proximité au cœur des préoccupations de notre société. Rappelez-vous de la polémique sur la production des masques, du paracétamol ou encore des vaccins. Mais pourtant, là était le vrai débat. Quel modèle de société de production et de consommation pour nous, aujourd'hui et demain? Et chez nous, ici dans le Grand Sénonais? Pourquoi pas? Depuis 2020, nous avons tous pu constater le retour à des volontés de consommation plus raisonnées, plus locales. Les centres commerciaux ont ainsi été quelque peu ralentis au profit de commerces à taille plus humaine. Ou alors, pour certains, retrouver le chemin de leurs commerçants et artisans de centre-ville. Si l'effet s'est aujourd'hui un peu Merci. Il est du devoir des politiques publiques locaux, et en particulier de l'agglomération, de mettre en place les synergies nécessaires pour garder cette dynamique, d'attirer de nouveaux commerces et de fédérer l'ensemble des acteurs locaux autour d'une identité commune. En parallèle, grâce à l'action conjointe de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l'agglomération au travers du Fonds régional des territoires, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui auront été versés en 2020 et 2021 dans le Grand Sénonais à destination du tissu économique local pour aider les professionnels, commerçants et artisans à entreprendre leurs travaux de rénovation, d'investissement et ou d'équipement. Pour certains, plus qu'une aide, l'action des territoires durant la crise aura permis de sauver une entreprise familiale ou de redonner une respiration heureuse. Je n'oublie pas non plus le succès de l'opération des chèques gagnants, véritable gain de pouvoir d'achat pour nos administrés et coup de pouce pour le panier moyen chez nos commerçants. Télétravail, transition numérique, retour à une consommation plus locale, soutien à l'économie de proximité. Tous ces enseignements de la crise Covid participent à amorcer la transition de notre modèle de société, et notamment celui de la transition écologique. Mais vous ai-je parlé d'écologie? Non, je vous ai parlé d'économie. Autre crise marquante de notre époque, celle directement liée au réveil de la nature, la crise climatique. Chaque année, nous assistons impuissants au bouleversement du climat et de ses effets. Les épisodes caniculaires se succèdent et se renforcent. Les sécheresses portent durablement atteinte à nos écosystèmes. Les incendies de forêt sont de plus en plus incontrôlables. Les derniers incendies de Gironde en sont un terrible exemple. Et les forts épisodes de pluie s'accompagnent souvent d'inondations ou de coulées de boue. Les maires de Paron, Gron, Colmiers peuvent en témoigner en 2022. Pour ne citer que, bien évidemment. Face à ces phénomènes, bien souvent incontrôlables, la question de la préservation des ressources est aujourd'hui devenue cruciale. Et la première d'entre elles, l'eau, notre or bleu, est centrale. Nous avons la chance dans le Grand Sénonais d'avoir un service d'eau et d'assainissement compétent et géré pour une grande partie de notre agglomération par notre régie, la Sénonne. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de kilomètres de réseaux d'eau de remplacer, des investissements conséquents pour détecter et résoudre les fuites sur réseau,
dans des équipements aussi toujours plus performants pour le traitement de l'eau, des actions engagées en faveur de la préservation de nos points de captage, etc., etc. Et tout ceci avec un prix aujourd'hui ne dépassant pas 1,06 € du mètre cube consommé, soit l'un des plus bas de l'Yonne. À côté de cela, nous faisons face à une hausse très importante d'impayés, conséquence sans doute directe de la crise économique et sociale que nous subissons, ou d'impossibilité d'accès au relevé de compteurs, grevant ainsi nos recettes ou accentuant nos dépenses et donc nos capacités d'équilibrer les budgets. C'est pourquoi la question de l'augmentation du prix de l'eau se posera à un horizon proche, pour continuer à assurer un service de qualité optimal, malgré la baisse des recettes que nous enregistrons chaque année désormais. Toutefois, à l'heure où l'inflation galopante réduit considérablement le pouvoir d'achat de nos administrés, à l'heure où l'État s'apprête à augmenter les bases des impôts locaux et où le prix de l'essence semble malheureusement retrouver ses envolées d'avant la crise des Gilets jaunes, je proposerai lors du budget 2023 de ne pas augmenter cette année le prix du mètre cube d'eau. Cette décision permettra, à défaut de soulager bon nombre de ménages de charges déjà très lourdes, de ne pas en rajouter une dépense supplémentaire de le budget des habitants d'une partie du Grand Sénonais. La préservation de nos ressources et la réduction de notre empreinte carbone passera aussi par la nécessaire transformation de nos modes de vie. Le temps où tout pétrole est révolu, la place de la voiture perd peu à peu du terrain au profit des nouveaux modes de déplacement plus doux. C'est ainsi que l'agglomération s'est engagée depuis plusieurs années dans l'élaboration d'un schéma directeur des mobilités. Que ce soit par le développement de pistes cyclables, la création de voies partagées, l'amélioration des cheminements de piétons en ville, ou encore le développement des offres de transport en commun, dont notre réseau Intercom, qui fêtera dans quelques jours son 10e anniversaire, avec 10 millions de voyageurs transportés sur ces lignes. Le Grand Sénonais investit durablement pour le confort et le cadre de vie de nos administrés. En 2023, l'agglomération poursuivra notamment l'aménagement de son réseau Véloroute. Ces infrastructures permettront ainsi d'offrir aux usagers, pour les déplacements du quotidien, une alternative plus agréable, plus confortable et surtout plus écologique à la voiture, même s'il est utopique de penser que dans notre territoire, le vélo ou la marche laissera définitivement place aux véhicules motorisés. L'enjeu de la transition écologique implique également de repenser nos infrastructures, nos aménagements, nos offres de services à la population. Le récent plan climat-air-énergie territorial, communiquement appelé PCAET, approuvé lors du dernier conseil communautaire, apporte ainsi quelques orientations sur les projets à venir. Faciliter bien entendu le covoiturage, créer des plateformes multimodales ou parkings relais aux abords des points névralgiques du territoire, développer les espaces naturels ou de respiration urbaine, renforcer la place du végétal dans les projets d'aménagement, autant de sujets d'importance pour notre agglomération. Sans oublier l'importance capitale de notre plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé il y a quelques semaines et entré dans sa phase opérationnelle. Un travail titanesque qui a démarré lors du mandat précédent sous la conduite successive de Bernard Chatou, alors maire de Paron et premier vice-président, puis de Lionel Terrasson, maire d'Étigny et vice-président, avec bien entendu le concours de l'ensemble des maires, des forces vives du territoire et de la population. Un document référence qui permettra de structurer et d'aménager notre territoire au regard des différents enjeux, parfois complexes, qui se présentent d'ores et déjà à nous, à savoir maîtriser et structurer les espaces voués à l'urbanisation, à l'habitat et aux offres de services, favoriser l'implantation de nouveaux porteurs économiques et assurer le développement de notre tissu économique et industriel, mais aussi préserver et renforcer nos espaces agricoles, valoriser nos espaces naturels et nos sites patrimoniaux et historiques. Et tout ceci, bien évidemment, en veillant à respecter les exigences fixées par l'État, notamment au regard des critères de la démarche zéro artificialisation nette, la loi dite ZAN, fixant pour chaque territoire d'ici 2030 de réduire d'au moins 50% au minimum le rythme d'artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Avec la crise environnementale renforcée par la prise de conscience écologique, le temps où l'homme façonnait la nature semble laisser place à celui où la nature façonne la vie des hommes. Un juste retour des choses pour certains, la fin d'un modèle d'insouciance pour d'autres. Et cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, à l'heure où la guerre frappe de nouveau le sol européen chez nos voisins ukrainiens et ses conséquences, notamment l'explosion du coût de l'énergie cumulée à l'inflation,
Car oui, la crise énergétique de ces derniers mois semble finir de tous nous convaincre de l'urgence de repenser notre modèle de société. Notre société qui, par naïveté ou insouciance, avait oublié que s'éclairer, se chauffer ou charger son smartphone pouvait devenir un luxe. Mais pour sa part, l'agglomération du Grand Sénonais n'a pas attendu la crise énergétique pour s'investir pleinement sur le sujet de la rénovation énergétique et de la lutte contre les passoires thermiques. En effet, ce sont plus de 2,6 millions d'euros qui, d'ici 2026, seront investis sur le territoire afin d'accompagner les propriétaires privés du Grand Sénonais dans le financement de leurs travaux de rénovation énergétique. Un programme ambitieux porté désormais au sein de la nouvelle Maison de l'habitat du Grand Sénonais, où chaque habitant pourra obtenir réponse à toute question portant sur les actions de l'agglomération et de ses partenaires dans la rénovation de leur logement, dans les démarches de recherche de subventions, notamment auprès de l'Agence nationale de l'habitat, ou encore pour bénéficier d'un accompagnement dans la réalisation des demandes d'urbanisme. Un seul lieu pour répondre à l'ensemble de vos questions. C'est cela aussi l'agglomération, offrir un service de proximité à la population. En parallèle, l'agglomération poursuivra en 2023 ses efforts tendant à la réduction de sa consommation d'énergie et à la lutte contre les déperditions thermiques de ses bâtiments. Des investissements conséquents, mais gages d'économies structurelles à court, moyen et long terme. Il en sera de même avec l'accélération du déploiement de l'éclairage en LED de son réseau d'éclairage public, avec priorité donnée aux centres urbains, plus gros consommateurs, et accompagnera en lien direct avec les orientations fixées dans le PCAET, les entrepreneurs et collectivités dans leurs projets d'infrastructure ou d'équipement visant à la production d'énergie renouvelable ou issue de la valorisation des déchets, à l'image bien sûr des énergies solaires ou issues de la méthanisation, tout comme le développement ou l'extension des réseaux de chaleur, notamment en lien avec la production de notre usine de valorisation énergétique. Un accent mis sur la valorisation des déchets qui continuera de s'affirmer cette année via le renforcement du tri à la source, en particulier des biodéchets. Nous le savons, si le tri des déchets est entré dans nos pratiques quotidiennes, les Français restent toujours de grands consommateurs et donc de grands producteurs de déchets. Si le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, il est de notre responsabilité de réduire, voire valoriser tout déchet qui n'a pas vocation à finir dans le ventre d'un incinérateur. C'est le sens de l'obligation fixée par la loi Climat et Résilience qui, au 1er janvier 2024, impose aux collectivités de proposer des solutions individuelles ou collectives en matière de tri et de récupération des biodéchets. En définitive, tout particulier, entreprise ou organisme public aura l'obligation de composter ses déchets organiques. Toutefois, l'agglomération entend saisir cette opportunité pour faire entrer le Grand Sénonais dans cette démarche vertueuse. Que ce soit par l'acquisition de composteurs individuels, l'installation de composteurs partagés à proximité de logements collectifs, chacun pourra trouver une solution adaptée à ses besoins et à son environnement. Vous l'aurez compris, l'année 2023 marquera la volonté du Grand Sénonais d'embrasser pleinement le défi de la transition écologique et énergétique. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre défi pour notre territoire, celui de la coopération. De par sa démographie, sa géographie et son histoire, la région sénonnaise a une place particulière dans le dynamique du nord de l'Yonne. Souvent, nous parlons du rôle moteur du Grand Sénonais, notamment dans le domaine économique et industriel. En effet, le Grand Sénonais, territoire d'industrie, apparaît aujourd'hui à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté comme un territoire porteur, vecteur d'attractivité pour les industriels et porteur de projets économiques. Le succès de nos zones d'activité n'est plus à démontrer et nous sommes aujourd'hui confrontés à des problématiques foncières qui nous empêchent parfois d'accueillir de nouveaux partenaires économiques. La richesse de notre maillage routier et autoroutier est assurément une force, comme notre proximité avec Paris, à moins d'1 heure de train, sont parfois plus rapides que certains trajets en RER ou en métro. Je ne parle bien évidemment pas d'aujourd'hui. L'ouverture de la déviation sud de Sens, inaugurée le 10 décembre dernier, est ainsi venue boucler le contournement de Sens et cumuler au nouveau pont de Gronds de Salcy, desservant la zone d'activité de Gronds, qui permet aujourd'hui de renforcer l'attractivité de la zone et le port de Gronds, place forte de l'économie et de l'industrie dans l'Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté, aux portes de Paris. Mais au-delà du sujet économique, le Grand Sénonais est et doit demeurer un partenaire privilégié de ses territoires voisins et de ceux qui partagent nos intérêts. Ils doivent pouvoir compter sur notre agglomération pour élaborer et construire les dynamiques territoriales et indispensables à notre essor.
Et je peux d'autant plus librement l'affirmer, puisque plus que des mots, je l'ai déjà prouvé par des actes, notamment vis-à-vis de nos territoires amis du PETR, que sont les intercommunalités du Jovinien, de la Vanne et du Pays d'Hôte, du Gâtinais et du nord de l'Yonne. Je salue bien sûr ce soir mes collègues Nicolas Sauret, Sébastien Karcher qui s'excuse, il n'a pas pu être présent, Jean-François Chabol que j'ai aperçu et Thierry Span, qui peuvent témoigner de la main tendue du Grand Sénonais que j'ai souhaité leur proposer dès les premières semaines de ma présidence. Je tenais ici à leur réaffirmer que si les vicissitudes de la vie politique ont pu parfois complexifier les relations entre nos territoires, je suis de ceux qui, par gourmandise, sans doute, préférera toujours la stratégie du beignet à celui du donut. Et plus sérieusement, la coopération sera toujours plus utile pour nos territoires et ses habitants que la confrontation. Je suis ravi de voir qu'en seulement quelques semaines, nous avons pu, cher Nicolas, travailler main dans la main sur des sujets ô combien importants pour l'avenir du nord de l'Yonne et du département dans son ensemble. Le premier, celui de la véloroute reliant Sens à Courtenay, chez nos amis du Gâtinais, un projet d'ampleur, car au-delà de la poursuite de nos itinéraires cyclables, nous pouvons aujourd'hui envisager de travailler à un projet d'autant plus ambitieux, peut-être celui de rejoindre Montargis et la véloroute des pèlerins, la Scandibérique, et j'espère que nous pourrons ensemble aller porter ce beau projet chez nos voisins du Loiret. L'union fait la force. Sans oublier, bien évidemment, de relier Sens à Troyes. Et je remercie encore très sincèrement le président du département qui œuvre beaucoup pour nous aider dans cet aboutissement. Le deuxième, bien évidemment, sur l'élaboration d'un projet alimentaire territorial entendu à l'échelle des 5 intercommunalités du nord de l'Yonne. Là aussi, l'agglomération du Grand Sénonais entendra jouer un rôle moteur en répondant présent aux côtés du Jovinien, du Gâtinais, de la Vanne et du Pays d'Hôte et du nord de l'Yonne pour construire un projet à la hauteur des ambitions que nous portons pour la question alimentaire. En effet, il nous reviendra en concertation et en collaboration avec l'ensemble des filières agricoles et des partenaires du monde agricole, notamment la Chambre d'agriculture de l'Yonne, d'élaborer un projet ambitieux répondant à la triple exigence : produire, transformer et consommer localement. Ce projet est un défi, une certaine révolution à l'heure du libre-échange, mais je suis certain que tous nous réussirons à le relever, ce challenge. Un challenge qui pourrait également nous permettre de renforcer nos liens avec la région parisienne, que nous savons désireuse de travailler avec nous, et je sais pouvoir compter sur la force de persuasion et de négociation du maire de Joigny pour tendre à cet objectif. Mobilité, alimentation, la coopération entre nos territoires permettra assurément de rêver à des projets plus ambitieux, plus structurants, plus stratégiques pour l'avenir de nos territoires. C'est pourquoi le Grand Sénonais souhaite accélérer et renforcer ses coopérations sur d'autres sujets qui intéresseront à n'en pas douter bon nombre de territoires voisins. Je parlerai ici de la question si délicate de la santé et de l'offre de soins dans l'Yonne, et en particulier dans le nord de l'Yonne. Si l'agglomération n'a pas vocation à administrer l'ensemble des maisons et structures de santé du nord de l'Yonne, nous avons néanmoins une opportunité aujourd'hui de travailler ensemble à la structuration de l'animation de nos politiques de santé, de fédérer l'ensemble des acteurs en vue d'unifier nos politiques de prévention, d'information et d'animation en faveur de la santé de nos concitoyens. La santé n'a pas de couleur politique, et encore moins de frontières administratives. Seul compte le bien-être de nos habitants et notre lutte commune contre le phénomène de désertification médicale que nous subissons tous. C'est pourquoi l'agglomération entendra proposer à ces intercommunalités voisines du Gâtinais, de Vannes, Pays d'Hôte et du nord de l'Yonne à réfléchir ensemble à une potentielle extension de notre contrat local de santé en comptant sur le soutien de l'État et notamment de l'ARS, avec laquelle une première discussion a eu lieu sur ce sujet, et en comptant sur la participation active du département de l'Yonne, et notamment de son vice-président et par ailleurs maire de Saint-Clément, Gilles Pirement, qui saura être un partenaire indispensable dans cette réflexion. Mobilité, alimentation, santé, pourquoi s'arrêter là ? Comme j'ai pu l'esquisser, la question du traitement et de valorisation des déchets est aujourd'hui un sujet crucial, capital, pour l'avenir de nos territoires et de la préservation de notre environnement. La politique d'enfouissement des déchets est révolue et la place sera faite aux nouveaux modes de traitement et d'élimination des déchets ultimes, épurés bien sûr de ceux pouvant être recyclés, triés ou compostés. Les élus présents dans cette salle savent mieux que quiconque que l'évolution de la TGAP, c'est-à-dire la taxe générale sur les activités polluantes,
finira par convaincre les derniers territoires de la nécessaire transition vers un modèle plus vertueux de traitement des déchets. De plus, autre conséquence directe de la loi, le plan régional de prévention des déchets prévoit qu'à l'horizon 2031, une forte réduction des capacités d'enfouissement, qui pour dans l'Yonne passera de 235 000 tonnes de déchets enfouis en 2019 à un objectif de 120 000 tonnes d'ici 2031, soit une division de presque par 2. Le Grand Sénonais, vous le savez, dispose depuis plusieurs décennies d'une usine de valorisation énergétique des déchets, communément appelée incinérateur. Mais je ne peux pas dire incinérateur, sinon la région ne nous aide pas. Qui, de par la production de chaleur dégagée, a permis d'alimenter le réseau de chaleur urbain, couvrant aujourd'hui une partie non négligeable de la ville de Sens et de sa périphérie proche. Cette infrastructure, bien plus que d'être un équipement structurant, est d'ores et déjà un équipement d'avenir. Raison pour laquelle le Grand Sénonais porte depuis plusieurs mois un projet de construction d'une nouvelle usine, avec une capacité annuelle de déchets incinérés qui pourrait passer de 25 000 tonnes à 70 000 tonnes par an. Un projet dimensionné pour accueillir les déchets de plus de la moitié des territoires et intercommunalités de l'Yonne. Bon nombre de territoires ont déjà manifesté leur intérêt, sans compter le soutien du syndicat des déchets du Centre Yonne et de l'État. Le projet va dans les prochaines semaines entrer dans sa phase opérationnelle et je ne doute pas de la pleine réussite de cet équipement qui permettra d'une part d'apporter une réponse concrète à la problématique de l'émission des déchets sur une grande partie de l'Yonne et aussi permettre de développer la production d'énergie issue de l'incinération, soit par le rachat de chaleur, donc une perspective là également de développement encore du réseau de chaleur urbain, soit par la production future d'électricité pouvant alimenter divers équipements à l'instar de stations ou bornes de recharge électrique, et ou, dans un avenir moins lointain que l'on ne le croit, transformer cette énergie en hydrogène par l'électrolyse de l'eau. Une filière économique heureuse aux portes de l'Île-de-France. À l'heure du boom des véhicules électriques ou hybrides, et face à l'interdiction de circulation à l'horizon 2024 des véhicules dits polluants en région parisienne, et en d'autres termes, le Grand Sénonais est résolument décidé à faire du traitement des déchets non pas une contrainte, mais une formidable opportunité de développer de nouvelles filières économiques et énergétiques sur son territoire, tout en développant de nouveaux services pour la population à moindre coût. Offrir de nouveaux services à moindre coût, c'est également tout l'enjeu de l'agglomération à propos de ses équipements sportifs, et en particulier de ses équipements aquatiques. Vous le savez, la crise énergétique que nous avons subie depuis la sortie de l'été 2022, aura contraint l'agglomération à prendre des mesures parfois difficiles afin de réaliser des économies sur ses dépenses de fonctionnement. Et la problématique de ces équipements aquatiques aura été assurément complexe et épineuse. En effet, le Grand Sénonais dispose aujourd'hui de 2 établissements aquatiques sur son territoire, tous les deux à Sens, le centre nautique Pierre Thoineau et la piscine dite Tournesol. Ces 2 équipements, pour beaucoup, font la fierté des Sénonais, qui pour certains auront appris à nager et à se retrouver au sein du bassin de la piscine Tournesol, malheureusement fermé provisoirement en vue de limiter nos dépenses énergétiques. Toutefois, au regard des coûts sans cesse plus importants de ces équipements, qui, ne nous trompons pas, ne reviendront jamais à ce que nous avons connu jusqu'alors, nous impose aujourd'hui de devoir prendre position sur l'avenir de nos équipements aquatiques, notamment qui sont vieillissants, ou aussi parfois inadaptés à nos besoins et à ceux de nos usagers. C'est pourquoi l'agglomération entendra réfléchir à sa rationalisation en privilégiant un seul équipement aquatique, le centre Pierre Thoineau. Bien entendu, l'heure n'est pas à la fermeture définitive de la Tournesol. Nous aurons besoin de cette piscine lors des travaux de la piscine Thoineau. Mais l'exigence de bonne gestion des deniers publics, donc des deniers de nos administrés, nous oblige à faire preuve de responsabilité. Mais cette réflexion, je le crois, peut être aussi une formidable occasion de pouvoir réfléchir avec les communes et intercommunalités intéressées à imaginer un projet unique d'équipement aquatique pouvant réunir et répondre aux besoins de l'ensemble des communes du nord de l'Yonne, représentant plus d'un tiers des habitants de notre département. Un projet qui pourra, toujours avec le soutien espéré de l'État, permettre à l'ensemble des écoliers et élèves du nord de l'Yonne d'avoir un accès à un équipement moderne, adéquat et réservé à l'apprentissage de la nation ou à la pratique d'activités aquatiques, sans oublier les créneaux libres pour la population, notamment en période estivale. Un projet d'envergure ambitieux pouvant rassembler les collectivités dans une véritable logique de partenariat
et pouvant répondre également aux besoins de l'État au titre de son programme Savoir nager. C'est donc ici une nouvelle main tendue du Grand Sénonais au territoire et à l'État pour envisager collectivement un projet non pas pour les seuls intérêts des habitants du Grand Sénonais, mais pour les plus de 100 000 habitants qui composent le nord de l'Yonne. Le message est lancé, j'imagine un projet structurant pour le nord du département. C'est donc à travers ces quelques projets une véritable philosophie d'action que je souhaite porter avec l'ensemble des vice-présidents et conseillers communautaires pour imaginer les coopérations, les partenariats qui pourraient naître entre les territoires autour de projets et d'intérêts communs sans pour autant porter atteinte à nos identités. Coopération n'est pas le synonyme de fusion, mais le défi de la coopération s'entendra cependant à renforcer le troisième défi que nous devons embrasser, celui de l'attraction. Il est désormais de tradition que l'attractivité soit mentionnée dans chaque discours et à chaque occasion. Un mot magique, si j'ose dire, mais qui renferme en réalité un enjeu majeur, donner envie de découvrir, de vivre et vieillir sur nos territoires. Aujourd'hui, chaque collectivité fait face à une réalité. La manière de vivre des Français et des Françaises a changé. Nous avons changé d'époque. Cette époque où même un territoire nous voyait naître, étudier, travailler, fonder une famille et vieillir, une époque où chacun s'adaptait bon gré mal gré au territoire qu'il accueillait, que ce soit pour des raisons professionnelles ou familiales. Cette époque, oui, laisse progressivement sa place à une nouvelle ère plus libérale, où chacun consommera un territoire. En effet, nous le voyons très bien, lorsque nous évoquons la difficulté d'installer un médecin dans nos communes ou d'inciter un étudiant à revenir chez lui construire sa vie professionnelle et personnelle, la question de l'attraction et de la fidélisation de la population est aujourd'hui posée. Aujourd'hui, il serait impensable pour beaucoup de faire une carrière entière au sein d'une même entreprise, en exerçant un même métier. Il est impensable pour beaucoup de s'imaginer une vie durant restée au sein d'une même habitation ou d'un même logement. Aujourd'hui, les nouveaux actifs déterminent leur lieu d'habitation davantage au regard de leur profession et de leur cadre de vie souhaité que par rapport à leur attachement à la maison familiale ou à la région de leur enfance. C'est pourquoi les territoires doivent entrer pleinement dans une logique de promotion, de marketing, ou en proposant des équipements ou services répondant à un besoin qui incitera les habitants à rester et pour les autres à venir s'y installer. Le territoire est devenu un produit qui se vend et nous, élus, et vous, chefs d'entreprise, notre mission n'est plus de seulement proposer un emploi, un terrain ou une place en crèche, mais d'offrir un cadre, une promesse de vie. C'est la raison pour laquelle l'agglomération a souhaité faire évoluer son office de tourisme en agence d'attractivité. Je remercie Bernard Brousse de sa présence ce soir qui œuvre beaucoup sur notre territoire. Bien sûr, son agence d'attractivité, en reprenant pour nom la marque de territoire développée il y a plusieurs années de ça, Sens Intense. Oui, si 2022 aura été l'année de réflexion et de construction de cette nouvelle structure, 2023 sera l'année de son éclosion. Faire de l'agence Sens Intense le bras armé de l'agglomération et de ses partenaires pour promouvoir, vendre et commercialiser Sens, le Grand Sénonais, son cadre de vie, ses ambassadeurs, en définitive ses atouts qui feront venir ou rester. Oui, faire venir, c'est tout l'enjeu de l'agence, sur son volet touristique, qui, à côté de ses missions traditionnelles d'accueil, d'information auprès des touristes, se verra confier des missions nouvelles en vue de développer, de par ses actions et ses animations, une destination Sens et Grand Sénonais, pouvant servir tant aux collectivités pour leurs besoins d'identification et de promotion de leur territoire, de leur histoire, de leur dynamisme, qu'à vous, entreprises et forces économistes du territoire, afin de disposer des outils et des moyens d'ingénierie nécessaires à promouvoir, ensemble et d'une même voix, le territoire dans lequel vous avez investi, le territoire dans lequel vous vous développez et dans lequel vos futurs collaborateurs ou partenaires s'installeront. Je sais que pour certains, cette question de l'attractivité de vos postes ouverts à recrutement ou de la difficulté de recruter tient aussi pour partie du manque d'attractivité de notre territoire vis-à-vis de l'extérieur. Je vous rassure, nous le vivons aussi au niveau de l'agglomération et dans l'entreprise que je représente. C'est notamment pour cette raison que nous avons souhaité nous doter d'une agence d'attractivité. C'est pour cette raison que nous vous proposons d'œuvrer ensemble
pour faire rayonner notre territoire, vos entreprises, au sein de notre agglomération. Que chacun, à notre niveau, soyons conscients de notre responsabilité commune, celle de faire grandir ce territoire qui le mérite tant et qui a tant d'atouts à valoriser, que ce soit par son patrimoine, son histoire, ses paysages, sa gastronomie, son tissu économique, ses artisans, ses commissions, sa richesse associative et sportive. Je vais m'arrêter là, mais il y a plein d'autres choses à découvrir. Et c'est pour cette raison que le Grand Sénonais devra être au rendez-vous de 2024. Et je veux bien entendu parler de l'organisation de la plus grande compétition sportive depuis l'Antiquité, les Jeux olympiques qui se dérouleront ici, en France, à Paris, à exactement 134 km de cette salle. Chacun ici conviendra que l'accueil des Jeux olympiques à Paris sera pour nous, dans Lyon, dans le Grand Sénonais, une aventure extraordinaire et une opportunité unique de promouvoir notre territoire. Alors aux côtés et sous le haut patronage du département de Lyon, aux côtés de la ville de Sens, labellisée Terre de Jeux, l'agglomération du Grand Sénonais se mobilisera pleinement pour faire de cet événement, chez nous, un souvenir mémorable pour chacun. Je remercie Romain Croco d'avoir relevé le défi d'être un des fers de lance sur cette thématique. L'agglomération viendra à la rencontre du tissu économique, sportif et associatif du Grand Sénonais pour imaginer, à chacun selon ses besoins, ses envies et ses moyens, une année 2024 aux couleurs des anneaux olympiques et sous la bannière de l'équipe Lyon 2024, terre d'exploit. Saisir l'enjeu de l'attractivité pour faire venir, oui, mais aussi et surtout faire rester. Et je suis fier à ce sujet que l'agglomération ait pu avoir l'audace en 2020, sous la conduite et la détermination de Marie-Louise Faure, alors que la pandémie était à son apogée, d'approuver d'une seule et même voix une politique ambitieuse de soutien à l'installation de formations d'enseignement supérieur, passant notamment par ce qui fait aujourd'hui la fierté de notre agglomération, à savoir l'acquisition de l'amphi Sens en Bourgogne. Je vous parlais d'innovation, d'audace, de rêve. L'amphi en est le symbole. Faire de Sens et du Grand Sénonais un territoire d'avenir pour nos enfants. Depuis 2020, nous avons réussi l'exploit de constituer un véritable campus, rassemblant les formations de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, en particulier de l'école de gestion et de commerce, l'Institut de formation en soins infirmiers, la licence informatique générale web et applications en réseau, plus communément appelée licence WARE, mais vous allez me demander ce que ça veut dire, donc j'ai préféré vous le dire. En réseau, bien évidemment, aussi le réseau du CNAM Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec les lycées Jeannot et Curie, et rejoint lors de séjours d'études par les écoles d'architectes de Versailles et l'école de Chaillot. Oui, tout ça depuis 2020. Période de pandémie, je le rappelle. Et le Grand Sénonais compte bien continuer avec détermination à convaincre et à voir s'installer d'autres formations d'enseignement supérieur ou professionnel. Et notamment une première année PASS, soit une première année de médecine de la faculté de Dijon, en collaboration étroite avec le département de Lyon. Après une première année de médecine obtenue dès la rentrée prochaine à Auxerre. Oui, Monsieur le Président, je ne lâcherai rien. Aussi, au travers de ce seul exemple, le défi de l'attractivité passera par notre propension à savoir imaginer les environnements, les équipements et les services qui inciteront les jeunes élèves à poursuivre leurs études et aux jeunes étudiants et nouveaux actifs de choisir un premier poste dans le Grand Sénonais, aux nouveaux arrivants de s'installer, de fonder une famille, d'investir et d'entreprendre dans le Grand Sénonais, à la population bien sûr à se divertir, s'épanouir, consommer et promouvoir le Grand Sénonais, et enfin pour nos aînés à vieillir paisiblement et heureusement dans le Grand Sénonais. Et cela en comptant sur un territoire qui, au fil des projets, au fil des enjeux, au fil des époques, saura évoluer, innover, rayonner pour assurer sa prospérité, celle de toutes celles et ceux qui auront choisi Lyon et le Grand Sénonais. C'est tout l'enjeu des défis qui nous attendent. C'est tout l'enjeu de la feuille de route que j'entends proposer à l'ensemble de l'équipe du Grand Sénonais. C'est tout l'enjeu de la trajectoire que nous comptons collectivement relever, grâce aussi au travail et à la détermination de l'ensemble de nos agents, cœur battant de l'agglomération, qui œuvrent chaque jour pour notre avenir et ceux de nos enfants. Je tenais ici à les saluer et les remercier, toutes et tous, pour leur implication, quel que soit leur service et leurs tâches, car toutes et tous participent à cette belle aventure commune et ils sont souvent dans l'ombre. Je terminerai, rassurez-vous, par une citation empruntée à Jean-Paul Sartre, qui, à n'en pas douter, parlera à beaucoup ici ce soir. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut,
mais on est responsable de ce que l'on est. Alors à toutes et tous, au nom de l'ensemble des élus du Grand Sénonais, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, avec le vœu que nous puissions ensemble donner à ce territoire toute la place et le rayonnement qu'il mérite. Merci à vous toutes. Bien, je vous remercie très sincèrement parce que c'était d'un silence exemplaire. Donc vous avez bien mérité quand même qu'on puisse trinquer pour partager le verre de l'amitié. Heureusement que nous n'avons pas décalé, c'était le dernier jour. Je vous remercie, on referme la porte des vœux 2023. Donc très belle année à vous toutes et vous tous, à vous et vos familles, et surtout une excellente santé. Merci. Merci à vous. Merci au Premier vice-président. Merci.